Ok, bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment exploiter une chronophotographie. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs points du programme français. On va voir description du mouvement d'un système par celui d'un point. On va voir comment on trouve la position sur une chronophotographie. On va voir aussi la trajectoire d'un point. On va voir aussi comment caractériser différentes trajectoires. On va voir comment tracer différents vecteurs, et le premier, ça sera le vecteur déplacement d'un point. On verra aussi le vecteur vitesse moyenne d'un point et le vecteur vitesse d'un point. Et enfin, en petit bonus, on verra comment on peut faire tout ça en Python également. Allons-y. Alors voici le plan aujourd'hui, et on va commencer tout de suite par modéliser un système par un point et tracer sa trajectoire. Aujourd'hui, la chronophotographie que j'ai choisi d'étudier, c'est une chronophotographie de bodyboard avec un bodyboarder qui fait un R, ici c'est un invert. Le système qu'on étudie donc, c'est le bodyboarder et sa planche. Et ce qu'on peut aussi noter sur cette chronophotographie, c'est que la différence de temps qu'on note dt entre deux images, elle est de 300 millisecondes, autrement dit 0,300 secondes. Donc, comme j'ai déjà dit, le système qu'on va étudier, c'est le bodyboarder et sa planche, c'est-à-dire ça. Et voilà la première image, et aujourd'hui on en a 4 qui sont espacées donc de 0,300 secondes. Ce système, bien, on va l'assimiler à un point. On va faire ce qu'on appelle de la mécanique du point. Alors, ça permet de simplifier beaucoup les choses, mais le défaut, c'est que dans cette simplification, évidemment, on va perdre toutes les informations de rotation du corps sur lui-même. Mais c'est pas bien grave parce que dans ce mouvement-là, cette composante, elle est très faible. Ce que j'ai décidé de pointer ici, c'est le nombril du bodyboarder, ce qui correspond à peu près au centre de gravité humain. Et ce que je vais faire, c'est que sur chaque photo, je vais pointer le nombril. Donc il faut toujours dans une chronophotographie pointer le même élément. Alors évidemment, vous en doutez ici, on n'est pas très précis pour pointer le nombril. Allons-y. Voilà pour le deuxième point, le troisième point et le quatrième point, on va dire que le nombril est quelque part par là. Une fois que j'ai tracé mes 4 points, je vais pouvoir les relier entre eux à main levée et ça va me donner la trajectoire. La trajectoire, je sais la tracer, pas très compliqué. Une fois que j'ai la trajectoire, je vais pouvoir qualifier le mouvement. Alors comment qualifie-t-on un mouvement? Bien, ça c'est simple. Un mouvement, c'est à la fois une trajectoire et une variation de vitesse. Pour les trajectoires, plusieurs possibilités. La première, c'est une trajectoire rectiligne. La deuxième, c'est une trajectoire curviligne, qui suit une courbe. Hein, si vous n'avez pas compris, le premier, c'est qu'il suit une ligne droite, évidemment. Donc le deuxième qui suit une courbe, et parfois on entend aussi un cas particulier de curviligne, le mouvement circulaire, qui suit un cercle, ou une partie d'un cercle. Pour les variations de vitesse, 3 possibilités. Le mouvement accéléré, où la vitesse augmente, le mouvement décéléré, où la vitesse diminue, et évidemment le mouvement uniforme, où la vitesse reste constante. Revenons-en à notre trajectoire. Quel est le mouvement ici? Eh bien, le mouvement, on voit qu'il suit une courbe quelconque. On a donc un mouvement curviligne. Intéressons-nous à la variation de vitesse. Ce que je peux constater, c'est que si je compare le segment 1-2 au segment 3-4, par exemple, je peux constater que la distance parcourue par le bodyboarder, elle est de plus en plus faible au fur et à mesure que le temps s'écoule. Ce qui signifie donc que la vitesse est en train de baisser, et j'ai donc ici un mouvement curviligne décéléré. Si la distance qui était parcourue par le bodyboarder était tout le temps la même entre deux images, à ce moment-là, on aurait eu un mouvement uniforme. Et si la distance était en train d'augmenter, on aurait eu un mouvement accéléré. Et c'est pas plus compliqué. Bien, on a vu comment qualifier le mouvement, on a parlé de distance, mais comment déterminer une distance sur une figure? Alors, pour déterminer une distance sur une figure, il faut avoir quelque chose qui sert d'échelle. Ici, sur la chronophotographie, l'échelle est directement donnée. 2 mètres correspond au grand trait. Mais on pourrait avoir des chronophotographies où un objet de référence a été pris en photo. Le plus simple, ça peut être une règle, mais on aurait pu se dire que la planche de bodyboard fait 70 cm et s'en servir comme échelle. Alors, le premier truc à faire pour déterminer une distance sur une figure, c'est de trouver le facteur d'échelle qui correspond à la distance réelle divisée par la mesure. La distance réelle, eh bien, c'est 2 mètres. Et la mesure, eh bien, je vais aller la prendre avec ma règle, et là, ce que je peux constater, c'est que c'est 5 cm. Donc je vais faire 2 divisé par 5, et je vais pouvoir calculer que mon facteur d'échelle, c'est 0,4 mètres par centimètre. La deuxième étape, une fois qu'on a le facteur d'échelle, on va pouvoir s'en servir pour calculer n'importe quelle distance sur la figure. Pour ça, je vais prendre comme exemple les points 1 et 2. Donc la deuxième étape, ça va être d'appliquer cette formule, qui est la distance réelle, c'est le facteur d'échelle fois la mesure.
Le facteur d'échelle c'est 0,4 et la mesure, dans le cas entre 1 et 2, on va la voir tout de suite, c'est 7. Et donc je vais faire le calcul suivant, 0,4 fois 7 égale 2,8 mètres. Bien, maintenant qu'on sait déterminer une distance sur une figure, on va pouvoir s'en servir pour déterminer une position sur une figure, allons-y. Je vais prendre par exemple la position du bodyboarder sur la photo 3. Alors pour déterminer une position, il faut évidemment un repère. Ce repère, il faut placer ses axes judicieusement pour étudier le mouvement qui nous intéresse. Ici, le mouvement va vers la gauche. Donc j'ai choisi d'avoir l'axe des X qui est positif vers la gauche. Et puis le bodyboarder a tendance à prendre de l'altitude et donc je vais avoir un axe des Y qui est positif vers le haut, ce qui est somme toute assez classique. L'origine de ce repère, le 0, 0, je vais le placer sur la première image, comme ceci. Pourquoi? C'est plus simple, comme ça, la première position, c'est la position 0, 0. D'accord? Alors il faut bien se dire qu'en fait, ce repère, il est lié à l'appareil photo, et on est ici dans un référentiel dit terrestre, qui est fixe par rapport à la Terre. Ok. Alors je vais prolonger un petit peu mes axes, et ça va me permettre de déterminer la position X et Y du point que je cherche. Pour ça, je vais appliquer la formule que je connais maintenant, c'est-à-dire que la mesure réelle, c'est la mesure sur l'image fois le facteur d'échelle. Et je vais faire pareil pour la coordonnée Y. Y, c'est la mesure fois le facteur d'échelle. Ok, alors comment on va faire? On va tout simplement prendre notre règle, et là, ce que je vais mesurer, c'est 10,2 cm, et donc je vais multiplier 10,2 par 0,4, ce qui fait que je suis à 4,08 mètres de l'origine sur l'axe des X. Je vais faire pareil pour l'axe des Y. Je vais mesurer une distance de 8,5 cm que je vais multiplier par 0,4 et ce qui me donne 3,4 mètres. Donc sur la troisième image, le bodyboarder est déjà plus haut de 3,4 mètres. J'ai donc comme point X égale 3,4 mètres, Y égale 4,08 mètres. Je vais pouvoir faire de même avec mes autres points et trouver leurs coordonnées, que j'ai arrondi ici, évidemment, car je sais que j'ai pas beaucoup de précision. On a vu comment déterminer une position sur une figure, maintenant on va s'intéresser au vecteur. Le premier, c'est le vecteur déplacement. On va voir comment on peut le tracer et comment on peut calculer le déplacement. Alors, je vais commencer par faire le déplacement sur tout le parcours. C'est-à-dire que je vais prendre un point M à l'origine, et ce point M, je vais mesurer son déplacement jusqu'à la fin du parcours, jusqu'à M'. Alors pour tracer un vecteur déplacement, c'est très simple. Le vecteur déplacement, c'est un vecteur dont le sens va de M vers M' et dont la direction correspond à la ligne qui va entre M et M'. Donc je prends ma règle et tout simplement, je vais pouvoir tracer mon vecteur M'. J'ai tracé le vecteur déplacement. Mais ce déplacement, quelle distance représente-t-il? Eh bien pour ça, je vais chercher la norme du vecteur déplacement, qui se note comme ceci. Nous allons voir deux méthodes pour y arriver. Première méthode. La première méthode, c'est d'utiliser la formule que je connais bien maintenant, distance réelle égale facteur d'échelle fois mesure. Mon vecteur, il faisait 18,6 cm. Donc je vais multiplier 0,4 mon facteur d'échelle par 18,6. Et je vais obtenir 7,44 mètres. Et là, j'ai la norme de mon vecteur déplacement, et donc M' représente un déplacement de 7,44 mètres. Deuxième méthode, on va utiliser les coordonnées. Pour ça, je sais que le vecteur M', eh bien ses coordonnées, c'est la différence entre les coordonnées de M' et celles de M. C'est-à-dire xM' moins xM, y'M' moins y'M. Ce qui nous donne, dans notre cas, eh bien, je vous rappelle que M c'était 0, 0 et que M' c'est 6 et 4,4 pour Y. Je vais reporter ça ici. Ok. Donc je vais faire le calcul suivant, 6 moins 0 et 4,4 moins 0 pour Y. Ce qui me donne finalement tout simplement 6 et 4,4. Une fois que j'ai trouvé les coordonnées du vecteur, je vais pouvoir calculer sa norme. La norme c'est la racine carrée de x carré plus y carré. C'est-à-dire, dans notre cas, 6 au carré plus 4,4 au carré, le tout sous la racine carrée. Ce qui finalement me donne, si je prends ma calculette, eh oui, 7,44 mètres, exactement comme tout à l'heure. Voilà la deuxième façon de faire. Alors pourquoi je vous parle d'utiliser les coordonnées? C'est parce que dans un ordinateur, quand on fait ce genre de calcul, on va plutôt lui donner les coordonnées. Bien, maintenant qu'on sait tracer un vecteur déplacement, et calculer sa norme d'ailleurs, on va pouvoir s'en servir pour
calculer et tracer le vecteur vitesse moyenne d'un point sur un parcours. Ici, je vais m'intéresser au parcours entre m et m'. Donc j'ai déjà le vecteur déplacement. Ce que je sais, c'est que le vecteur vitesse moyenne, ça va être un vecteur qui va être collinéaire au vecteur déplacement. Son sens va être aussi confondu avec celui du vecteur déplacement. Mais par contre, sa norme, je ne la connais pas encore. Et pour ça, je vais devoir faire le calcul de la norme de la vitesse moyenne. Bien. Là où encore, deux méthodes possibles. Première méthode. Pour calculer la norme de la vitesse moyenne, je vais utiliser la formule distance sur temps. En effet, cette bonne vieille formule vue au collège est en fait la formule de la vitesse moyenne, en tout cas de sa norme. Dans mon cas, le déplacement, la distance, j'ai déjà calculé tout à l'heure, c'est 7,44. Et le temps, c'est 3 fois le pas de temps, c'est-à-dire 3 fois dt, c'est-à-dire 3 fois 0,3 secondes. Si je fais ce calcul, je vais me retrouver avec 7,44 sur 0,9, et je vais trouver finalement 8,26 mètres par seconde. Donc la vitesse moyenne sur le parcours, c'est 8,26 mètres par seconde. Bien. Une fois que j'ai trouvé ça, je ne vais pas pouvoir encore dessiner tout de suite mon vecteur. Il faut que je choisisse une échelle, et donc je vais prendre une échelle pour les vecteurs vitesse. Par exemple, 1 cm par mètre par seconde. Ce qui veut dire que je vais donc tracer un vecteur de 8,26 cm. Je peux aussi trouver ça par une deuxième méthode. Pour ça, je vais utiliser les coordonnées. Le vecteur vitesse moyenne, ses coordonnées sont données par la formule suivante. 1 sur le temps multiplié par le vecteur déplacement mm'. Ce qui nous donne 1 sur 0,9 multiplié par le vecteur qui avait pour coordonnées 6 et 4,4 pour y. Je vais donc faire les calculs suivants pour chaque coordonnée, 6 sur 0,9 et 4,4 sur 0,9. Finalement, je vais obtenir 6,7 et 4,9 comme coordonnées. Une fois que j'ai les coordonnées, je vais pouvoir calculer la norme du vecteur. La norme, elle va être donnée par cette formule, qui est en fait dérivée du théorème de Pythagore, x carré plus y carré, le tout sous une racine carrée. Bien, ça fait donc 6,7 au carré plus 4,9, le tout sous la racine carrée. Si je fais ça à la calculatrice, j'obtiens aussi 8,26 mètres par seconde. Et donc je vais tracer, forcément c'est la même chose, un vecteur de 8,26 cm. Allons-y. Donc je prends ma règle et je trace mon vecteur. Et donc maintenant, j'ai obtenu le vecteur vitesse moyenne. Alors, imaginez que vous partiez faire une petite course. Et puis, que vous reveniez à votre point de départ. Ce que vous pouvez constater, c'est que votre vecteur vitesse moyenne est nul. C'est un petit peu bizarre. Mais en fait, pas complètement, puisque le vecteur vitesse moyenne, c'est un petit peu comme si on avait fait la moyenne de tous les vecteurs de vitesse instantanée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vitesse instantanée ? Bien, la vitesse instantanée, c'est ce qu'on voit ici, en rouge. Et puis on voit en bas le vecteur vitesse moyenne. La vitesse instantanée, sa norme, c'est ce qu'on voit sur le compteur de la voiture. Le vecteur vitesse moyenne, par contre, c'est la somme de tous ces vecteurs sur le parcours. Et donc, évidemment, quand la voiture va de l'avant, le vecteur vitesse moyenne suit à peu près le vecteur vitesse instantanée, mais quand elle repart en arrière, les vecteurs s'annulent. Et puis finalement, on a un vecteur vitesse moyenne qui va plutôt vers l'arrière parce que la voiture part en trombe en arrière dans l'animation. Ok, on a vu comment tracer et calculer la norme du vecteur vitesse moyenne. Bien maintenant, on va se servir du vecteur vitesse moyenne pour trouver le vecteur vitesse instantanée, ce qu'on appelle plus couramment le vecteur vitesse. Et donc on va voir comment approximer et tracer le vecteur vitesse d'un point. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur une chronophotographie, on ne peut absolument pas trouver le vecteur vitesse, mais on peut l'approximer. Pour l'approximer, on va se servir de la définition du vecteur vitesse moyenne et on va l'appliquer sur la plus courte distance possible. Je vais prendre par exemple le point M sur la figure et je vais essayer de tracer son vecteur vitesse, en tout cas de l'approximer. Pour ça, je vais utiliser le plus petit déplacement possible, le déplacement de M jusqu'à M'. Je constate que mon vecteur de déplacement, il fait 6,8 cm.
je vais me servir de la formule habituelle, distance réelle égale facteur d'échelle fois mesure, pour trouver la distance que ça représente. Et effectivement, en faisant 0,4 fois 6,8, je trouve 2,8 mètres. Je peux aussi le faire par la deuxième façon, révisant un petit peu, en utilisant les coordonnées. Il se trouve que les coordonnées de M' c'est 3,4 et 4,1 mètres, et que pour M, les coordonnées, c'est x égale 2 et y égale 1,6. Donc ce que je fais, c'est que je vais calculer les coordonnées de M' en soustrayant à celle de M', celle de M. Je vais faire le calcul suivant, et je vais trouver les coordonnées du vecteur M', vecteur déplacement. Je vais calculer sa norme, et je vais trouver 2,8 mètres égal. Comment maintenant tracer le vecteur vitesse instantanée? Le vecteur vitesse instantanée, il va être collinéaire au vecteur déplacement. Mais quelle est sa norme? Je vais m'y intéresser tout de suite. Et je vais voir comment on fait le calcul de la norme de la vitesse. C'est-à-dire la vitesse tout court. Première méthode. La norme de la vitesse, c'est la distance sur le temps. Ici, la distance, c'est 2,8 et le temps, c'est tt, le plus petit intervalle de temps possible qu'on peut avoir avec notre chronophotographie. Je fais donc 2,8 divisé par 0,300 et ça me donne 9,4 mètres par seconde. Évidemment, là encore, je vais prendre une échelle pour les vecteurs vitesse, exemple 1 cm par mètre par seconde, et je vais donc tracer un vecteur de 9,4 cm. Deuxième méthode, le vecteur vitesse, il est égal à 1 sur la différence de temps multiplié par le vecteur déplacement. Bien, je vais faire le calcul suivant, 1 sur 0,300 multiplié par les coordonnées du vecteur M', le vecteur déplacement. Je vais faire les calculs 1,4 sur 0,300 et 2,5 sur 0,300, ce qui me donne comme coordonnées 4,7 et 4,9 pour les deux. Une fois que j'ai les coordonnées du vecteur vitesse, je vais pouvoir calculer sa norme, en utilisant la formule que je connais bien maintenant, x carré plus y carré, le tout sous la racine carrée. Ce qui donne le calcul suivant. Et finalement, le résultat, 9,4 mètres par seconde. Et donc, je vais tracer, là encore, un vecteur de 9,4 cm. Et traçons le vecteur vitesse instantanée. Évidemment, je vais pouvoir faire la même chose pour chaque point et trouver les autres vecteurs vitesse instantanée. Maintenant, ce que je constate néanmoins, c'est que avec la méthode que j'ai vue pour tracer les vecteurs vitesse instantanée, ou du moins les approximer, j'utilise le point suivant, et donc je ne peux pas faire le vecteur vitesse instantanée du dernier point. Maintenant, nous allons voir en bonus comment on peut faire ça avec Python. Ok, ce qu'on est en train de regarder là, c'est un programme Python qui va vous permettre de faire la même chose qu'on a fait sur la chronophotographie. Au début, on a des choses techniques, puis ensuite on a des fonctions utiles dans lesquelles il y a aussi des choses techniques. Donc ce qui est juste important, c'est de retenir le nom de ces fonctions. La première, c'est la fonction vecteur qui permet, en fonction des coordonnées x et y, d'obtenir un vecteur. Ensuite, vous avez la fonction ajouter point qui permet d'ajouter sur une figure un point en fonction de ses coordonnées x et y. Puis vous avez la fonction ajouter vecteur noir qui vous ajoutera sur une figure un vecteur noir en fonction des coordonnées de son origine, x et y, et du vecteur qu'on souhaite, qui s'appelle ici vecteur. La même chose pour un vecteur rouge et la même chose pour un vecteur vert. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le code qui est ici. Alors ce que j'ai commencé par mettre, c'est la différence de temps entre les images dt, qui est 300 millisecondes, c'est-à-dire 0,3 secondes. Ensuite, j'ai reporté ici dans des listes les abscisses et les ordonnées des points. Par exemple, le point 1 qui avait comme abscisse 0 et comme ordonnée 0 est représenté ici. Le point 2 qui avait comme abscisse 2 et comme ordonnée 1,6 est représenté ici, etc. Attention, en Python, les listes sont numérotées de 0 au maximum, moins 1, contrairement au point qu'on avait qui était numéroté de 1 au maximum, c'est-à-dire 4. Donc le premier point maintenant c'est le point 0, le deuxième point le point 1, et le troisième c'est le point 2, etc. Et le dernier point, le point 4, devient le point 3. Ok, on va commencer par afficher les points. Les points,
on va les afficher avec une boucle, ça nous évitera de taper trop de code. Donc j'ai fait une boucle sur le numéro qui va varier de 0 à 3. C'est cette syntaxe qui s'affiche ici. Je vais appeler la fonction ajouter point et je vais ajouter les points d'abscisse x et d'ordonnée y. Voici comment on appelle le bon numéro dans la liste. Ensuite, je vais calculer mon vecteur déplacement. Pour ça, je vais appeler la fonction vecteur. Alors, je vous rappelle que le vecteur déplacement, et là, dans cet exemple-là, je vais prendre le vecteur de tout le déplacement, et bien, ça va être les coordonnées du point M' moins les coordonnées du point M. Donc, dans nos cas, le point M', c'est le point 3, le dernier, et le point M, c'est le premier, le point 0. Donc, pour les coordonnées du vecteur, sont donc x3 moins x0. Les coordonnées pour les ordonnées sont y3 moins y0. Ensuite, je vais ajouter ce vecteur que je viens de calculer, et pour ça, je vais lui donner comme origine le premier point, donc x0, y0, et je vais ajouter le vecteur mmp pour mm'. Bien, maintenant on va s'intéresser à la vitesse moyenne dans un premier temps. Le temps qui s'écoule, ici, pendant tout le trajet, c'est 3 fois dt. Donc je vais pouvoir calculer ma vitesse moyenne en faisant 1 sur le temps, que je viens de calculer juste avant, multiplié par mon vecteur déplacement. Je vais ensuite pouvoir ajouter mon vecteur en faisant ajouter vecteur vert et en précisant les coordonnées d'origine du vecteur, qui là encore sont le premier point qui est à l'origine de notre repère. Et puis je vais donner le vecteur Vm comme V moyenne. Bien, donc là j'ai ajouté les points, j'ai ajouté le vecteur déplacement sur tout le trajet et le vecteur vitesse moyenne sur tout le trajet. Je vais réutiliser ma définition, mon calcul, mes lignes de code pour calculer le vecteur moyenne, que je vais utiliser, mais là, entre 2 points seulement, puisque on sait qu'une bonne approximation du vecteur vitesse, c'est le vecteur moyenne, mais sur 2 points les plus rapprochés possibles. Alors pour ça, je vais faire une boucle sur les points. Donc je vais boucler, mais attention, là je ne vais pas aller jusqu'au dernier point, puisque je vous rappelle, on ne peut pas calculer avec notre définition de la vitesse instantanée la vitesse du dernier point, puisque pour calculer la vitesse d'un point, il faut le point suivant. Or le dernier point, on n'a pas de point suivant. Donc je vais boucler pour les numéros 0, 1 et 2. Je vais alors calculer mon vecteur déplacement, mais ce coup-ci, pour faire mm', je vais prendre le point suivant, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à un numéro, ici c'est x numéro, par contre le point suivant c'est x numéro plus 1. Donc les coordonnées ici, c'est les coordonnées pour x du vecteur déplacement, en tenant compte du déplacement d'un point à un autre, et pour les abscisses, j'ai la même chose, mais avec y. Je vais utiliser la formule qu'on a vue, V c'est 1 sur dt multiplié par le vecteur déplacement, et puis je vais ajouter ce vecteur mais en rouge. Je donne ses coordonnées, ici c'est pas forcément l'origine, ça sera le cas pour le premier point, mais ça va être le point auquel on s'intéresse. Donc je vais donner comme coordonnées x numéro, y numéro, et je vais donner vecteur vitesse. Ensuite ici une ligne technique pour afficher la figure. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer, et je vois bien mon vecteur déplacement qui s'affiche en dessous, mon vecteur vitesse moyenne, mon vecteur vitesse instantanée pour le premier point, mon vecteur instantané pour le deuxième point, et mon vecteur instantané, c'est-à-dire ma vitesse pour le troisième point. Voilà comment on fait en Python, en version très simple. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez le lien vers le programme Python que je vous ai présenté dans le descriptif de la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit exercice et me mettre la réponse en commentaire. Comment on fait pour modifier ce programme Python et trouver la norme des différents vecteurs qu'on a tracés avec le programme. Bien, merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.